30 reviews en 30 jours. Yes sir. Bonjour tout le monde. Comment ça va Alex? Bon écoute, ça va, impeccable. Ça va. Same quoi. Les jours s'enchaînent, les semaines aussi, il n'y a pas de NBA. Ah bah là, les jours ils se ressemblent. Hein. Ah, je sais plus à quoi ça ressemblait il y a 2 semaines. Je crois que j'étais sorti dehors. Ah, faut reconnaître que là ça se ressemble bien les journées. Hein. Mais évidemment, les journées sont aussi avec Trash Talk et ça fait plaisir. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages d'amour. C'est la série préférée de ton joueur préféré, même s'il est confiné. Trash Talk sera là à chaque fois pendant votre déjeuner pour vous faire kiffer. On a déjà fait plein de franchises. Et c'est un grand moment aujourd'hui, Alex, car nous retournons dans la conférence Est. Exactement. Et nous sommes en Playoff. Ah ouais. On est dans les équipes de playoff, les équipes qui première vont faire... équipe de playoff qu'on fait. Hein, exactement, ouais, bien sûr, c'est la première équipe de playoff qu'on fait. C'est une équipe qui, on le sait, peut poser des gros problèmes aux Milwaukee Bucks. Tout en haut de la conférence Est. Mais pas encore de manque de respect, on va faire une review complète, n'est-ce pas? Et bien sûr, bien sûr. Plein de sections dont on doit s'occuper tout de suite. Installez-vous peinard. Et forcément, une vidéo des 30 reviews en 30 jours commence avec un coup d'œil dans l'œil. Rétroviseur. Oui, nous sommes sur une saison à 30 victoires pour 35 défaites, je dirais un truc comme ça. Ouais, c'est ça, à peu près de la part 65 de nos amis matchs. Voilà. 8ème de l'Est. Tu es dans le top 8, quelque part, c'était annoncé et justement, on se remet un petit peu dans le mood de octobre dernier quand nous avions discuté de la preview du Magic d'Orlando. Bon, on les mettait top 8. Oui. 6, 7, 8, on les mettait dans le range 6, 7, 8. C'est ça. Evan nous avait dit sur le pouf qu'il se voyait bien top 4. 5, top 5 il avait dit. Top Evan, 5 je crois, ouais. Ouais, c'est top 5. Je suis méchant. Ouais. Et bon, pour des raisons diverses et variées, finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Evan, même si lui, on va en parler en long et en large, il y a eu du mieux, évidemment. On a une saison donc à 30 victoires pour 35 défaites. On savait, l'effectif qui était là était de retour. Les décisions qui étaient prises par le management d'Orlando envoyaient un message clair. Nous croyons en ce groupe et on veut qu'il soit prolongé. Donc, Clifford, Terence Ross, Nikola Vucevic, Markelle Fultz, Michael Carter-Williams, Evan Fournier, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, etc. On ne touche pas grand-chose. Exactement, on ne touche pas grand-chose, donc on va aller encore plus loin. Et bon, le début de saison est un petit peu compliqué. Il y a des défaites assez rapides sur les 10 premiers matchs, il y a bien sur les 7 premiers matchs, il y a 5 défaites. L'entame est dure. L'entame est compliquée. Je crois même qu'il y a 6 défaites dans les 8 premiers. Je crois qu'il y a 7 défaites dans les 10 premiers. Enfin bref, l'entame est compliquée. Mais Orlando a su redresser la barre, a su mettre des trucs qui se voient pas trop, mais 3 wins d'un coup, puis 4 wins après d'un coup, et puis après on repère un peu, mais boum, on en regagne 3 ou 4. Ils n'ont jamais de grosses winning streak. Hein. C'est souvent maximum 4 victoires ou 3, mais c'est ce qui fait qu'en tout cas, début décembre, tu arrives à équilibrer ton bilan. Voilà, ce qui est embêtant, c'est que fin janvier, là, début février, là, ils ont vraiment une streak dégueulasse, avec beaucoup de défaites, puis pas que du beau, hein, ils ont pris des branlés. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui avec un bilan en dessous des 50%, hein, mine de rien quand même, faut le dire. Parce qu'Orlando, bon, ça défend bien, Orlando, ça défend bien. United, hein. Sont des garçons sérieux, il y a des bons athlètes, même après la blessure d'Isaac, on va en reparler, hein, mais la blessure d'Isaac a fait du mal quand même, mais même après la blessure d'Isaac, ça continue à bien défendre et tout. Orlando est une top 10 défense en NBA aujourd'hui. Ouais, c'était très bien. Bon, par contre, ils sont pas tout à fait top 10 attaque. Hein. Non, de toute façon, on a vu assez rapidement que l'arrivée de Steve Clifford allait pouvoir apporter aussi des modèles à la Hornets, comme on avait pu le voir par le passé, c'est-à-dire une défense vraiment blindée, on repassera pour l'attaque. C'est sûr et certain. Orlando a vraiment craint plusieurs fois offensivement. Ce qui est bizarre, c'est que là, sur février, là, quand ils terminent la saison de tout le monde, là, Orlando commence à être en feu total, à planter des 120 points dans tous les sens, mais c'est clair que sur l'ensemble de la saison, tu n'as pas pu compter sur une attaque forte pour dominer. Là, tu le mettais rapidement en avant. Moi, j'avoue que c'est un des moments qui m'a fait le plus bader de cette saison, même si c'est un joueur qui n'est pas de niveau All-Star, mais la blessure de Jonathan Isaac, moi, ça a été un déchirement au cœur. Je crois que c'est à Washington. Parce qu'il nous fait une saison. Ah, son début de saison, c'est super. Il nous fait une saison, honnêtement, hein, pour commencer, il est, en fermant les yeux, il est All Defensive Second Team, quoi. Mais en fermant les yeux.
Ouais, je suis d'accord. Et puis en attaque, ça a progressé. Et en attaque, ça a progressé, c'est clair. Bon, évidemment, défensivement, il est incroyable. Il est long. Genre, je l'ai vu faire un match défensif sur Anthony Davis. Putain Bien de sûr. merde. À Dallas, il fait un 5-by-5 J'étais là, quasiment. genre, mais attends, J'étais là, mais je dis, mais attends, je comprends pas, c'est Hakim Warwick ou c'est Anthony Davis en face? Enfin, tu vois, genre, j'étais là, genre, c'est quoi ce bordel? Non, très impressionnant. Mobile, switch sur tout. Long. Qu'est-ce qu'il est long. Et il a le mindset en fait. Bien sûr, et il a le mindset défensif, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont il y a des joueurs qui ont ces qualités-là, mais qui ne la ramènent pas tous les soirs. Tu sens que Jonathan Isaac comprenait que dans le système de Clifford, il pouvait être la perle rare défensive, c'est-à-dire ce couteau suisse qui peut anéantir tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vu Isaac sous un nouveau jour, c'est-à-dire qu'on se doutait du côté diamant, potentiel défensif. Là, on a vu sa mentalité, sa dureté sur l'homme. Ensuite, on a vu protection de cercle. Putain, c'est quand même très sérieux au contre, Isaac. Bien sûr. Et on a vu ligne de passe, interception. Ouais. Plus, c'est ce que je te dis, au rebond. Moi, je trouve qu'il y a eu du progrès aussi au rebond. Plus nasty, et en plus, on l'a vu, ça commence à rentrer quelques tirs. Genre, je sais plus, je crois que c'est toi qui avais foutu la vidéo sur Twitter ou quoi. Il y a un truc là où Jonathan Isaac, genre l'autre. Il fait des séquences à la KG. Il contre, il récupère. Voilà, exactement. KG, quoi. Il récupère la balle, il la monte en dribble. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crosse son adversaire direct, il va au cercle. Ce sont les séquences du début de carrière de KG où tu te disais genre wow. Alors ça veut pas dire qu'il suivait le même path, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a vraiment des séquences où tu voyais Jonathan Isaac où tu disais merde, dans les 7 aspects du jeu, il peut tout faire. La blessure fait vraiment mal. Autre aspect dont on doit parler forcément, c'est que après la saison de All-Star de Vucevic et le contrat qui a été suivi derrière, signé par Orlando, un assez bon contrat d'ailleurs par rapport à ce qu'on aurait pu envisager. Petite blessure, manque de rythme, saison quand même en dessa, je trouve personnellement de Nico. Un peu. Il a redressé la barre. Ouais, mais c'est les chiffres. Il y avait beaucoup parfois les chiffres dans le vent. Il y a eu souvent des matchs aussi où Vucevic a fait des chiffres. De toute façon, c'est que des chiffres, Vucevic. Enfin, comment ça, c'est que des chiffres? Il défend pas beaucoup, il produit quoi, Vucevic. Il produit, il est là pour rentrer des tirs et prendre des rebonds. C'est en défense quand même. Ouais, oui, parce qu'il y a Clifford, parce qu'il y a des Isaac et des Aaron Gordon. Je suis pourtant pas son principal fournisseur de compliments, mais franchement en défense, on peut pas lui enlever que le mec se bouge le fion. Ah bah ça. On est d'accord, Bien sûr. Et donc du coup, t'avais Orlando, forcément. Dis donc, t'as déjà Aaron Gordon et Isaac dans les ailes et un peu partout sur le terrain. Tu sais que limite t'as une défense déjà avec ça. Bien sûr. Surtout que plus Vavan qui est pas un défenseur de ouf. Vavan, c'est pas un défenseur de ouf, mais il fait les efforts. Non, bien sûr. Puis t'avais Michael Carter-Williams en sortie. Ouais, Michael Carter-Williams. Et puis Markel Fultz, quand on fait le coup d'œil dans le rétro, on est obligé de parler de Markel et de la belle saison qu'il nous offre après des débuts ça donne de l'espoir. Ça donne énormément d'espoir. Oh, je suis d'accord. Vous le savez, dans le coup d'œil du rétro, on vous suggère souvent des matchs à regarder. Il y a une doublette Kings puis Lakers qui sont 2 victoires d'Orlando en déplacement avec la mixtape de Markel Fultz au Staples Center. Pour moi, ça, ce sont des must-see si tu es fan d'Orlando. De ces matchs-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et malheureusement aussi, impossible de faire le coup dans le rétro sans parler du Dunk Contest 2020. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu es sur le Dunk Contest, on peut revenir dessus, etc. C'est pas non plus le sujet le plus intéressant. Mais il n'empêche que derrière ce scandale qui a eu notamment, désolé pour les fans de Miami, mais ce potentiel scandale, Aaron Gordon pète un plomb et commence à produire de manière très sale. Il l'a pris personnellement. Oh là là. Il y a Aaron Gordon qui produit de manière intéressante, ça c'est clair. Mais pour en revenir au Slam Dunk Contest, je sais pas, je sais pas comment. Est-ce qu'il s'est fait plus voler qu'en 2016 ou tu vois, toute la les fans d'Orlando commencent à penser qu'il y a un complot. Ouais. Bon, ok. Non, mais c'est un détail, mais si tu veux, c'est quand tu fais le coup dans le rétro, forcément les fans d'Orlando s'attendent à ce qu'il y ait une pique qui soit balancée. Ça met un peu le seum. Ça met un peu le seum. Et puis c'est vrai qu'au moins les fans d'Orlando pourront se consoler en se disant que dans la foulée des 5-6 matchs là, qui ont suivi le All-Star Weekend, c'est vrai qu'Aaron Gordon, il a envoyé du bois plus fort que le reste de la saison où il a été un peu irrégulier. Enfin, là, j'ai complémenté sa défense. Je dirais que
son attaque, c'était irrégulier, mais il y a des bonnes choses, mais c'était irrégulier, on va dire. C'est clair. Moi, en tout cas, j'avais plus d'attentes sur Aaron Gordon au niveau offensif cette saison, parce qu'en défense, on savait ce qu'il pouvait apporter. Evan, qui a été sur le pouf, nous avait dit qu'il voulait faire une... On connaissait le contexte, hein, Evan, année notamment de potentiel free agency avec une player option. 40% à 3 points. Et l'autre, il a dit, j'aimerais bien rentrer mes shoots à 3 points. On sort du pouf, ça rentre 40% de ses shoots, très bien. Presque 19 points par match. Bien sûr, et honnêtement... Je sais que ça a été une discussion qui a duré 10 jours, hein, et c'est pas contre Evan que je dis ça, hein, mais je sais que en décembre, janvier, quand on commençait à regarder les joueurs qui pouvaient être dans la course All-Star, nous on a mentionné. Hein. Et c'était pas mentionné de Cocorico, etc. C'était le meilleur joueur d'Orlando sur ce début de saison, qui était une équipe top 8. On mettait Evan dans la discussion. Enfin, je veux dire, il fait quand même une saison... Qui est quand même, pas All-Star, mais pas si loin. C'est ça, une saison assez balèze de la part de Fournier dans un contexte de free agency, donc GG pour Champagne. En sortant d'une Coupe du Monde où il a beaucoup donné, clair. Non, c'est pas rien. Très très propre. Et évidemment, donc, comme on l'a dit, Markel Fultz, ça c'était super, et d'autres espoir, beaucoup d'espoir. Ouais. Sur qu'autant il y a beaucoup de frustration bien sûr. Par rapport à la blessure de Jonathan Isaac, autant il y a de l'espoir sur Markel Fultz. Tout à fait. On peut pas dire autrement. Ça c'est clair et net. Après, je sais pas à quel moment tu veux parler de Mobamba, mais... Est-ce que c'est dans le coup d'œil dans le rétro plus tard. Ouais, ok, d'accord. Personnellement. La blessure d'Aminou fait du mal. Ah bah oui, non mais on n'a même pas mentionné Aminou, mais évidemment c'est une des grosses signatures de la saison dernière. Tu peux même pas compter dessus. C'est terrible, parce qu'il aurait pu faire un bien fou quand on voit ce qu'il a pu faire avec Portland. Ouais. Et Terrence Ross, il a fait son Terrence Ross en sortie de banc. Pas grand chose pas de problème. À reprocher ou à redire vraiment là-dessus. En soi, Orlando réussit dans ces flots un peu de toutes les équipes. Tout à fait, same. L'année dernière, on avait vu un gros rush qui avait lieu en mars. Bon, là, le mois de mars, finalement, n'a pas existé en NBA. On aurait peut-être pu voir quelque chose autour de ça. Mais en tout cas, tu étais top 8. Il y avait une petite distance qui a été créée avec le 9e, les Wizards. Donc, on attendait Orlando en playoff. Toujours top 8. C'est ça. Ouais. Tu t'attendais le Magic en playoff. Ce qui veut dire quand même que, même s'il y a de l'espoir, il y a aussi un tableau des finances à devoir regarder. Exactement, on va aller regarder l'oseille. Tout à fait, on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Mais où est passé l'oseille ? Les bifetons, les papiers, les picaillons. C'est ça, vous sortez la tunasse. Exactement, nous sommes coordonnés, synchronisés. On parle de tunasse dans cette section, vous le savez. Dans cette section où est passé l'oseille, on regarde les sous qui ont été dépensés, les sous qui vont être dépensés, des joueurs qui pourraient être agents libres et français. Alex, on fait le point tout de suite ? Écoute, le gros contrat du lot, c'est celui de Vucevic, qui a été signé l'été dernier après sa saison d'All-Star. Le 100 contrat millions est pas mal. Sur 4 ans, mais en dégressif, c'est-à-dire qu'il avait 28 cette année. Je trouve ça bien. Il aura 26, puis 24, puis 22. Bon, c'est bien joué de la part de Hammond. À mesure que l'âge va augmenter, son salaire va baisser, ce qui va apporter de la flexibilité. Je trouve ça plutôt malin. Aaron Gordon étant dans la deuxième année de son gros contrat de 80 millions qui lui aussi est un petit peu dégressif. Ensuite il y a le contrat de Terrence Ross qui a été plutôt malin finalement. Terrence Ross c'est 12,5 cette année, 13,5 la prochaine, 12,5 celle d'après, après ça descend à 11,5. Plutôt malin le travail de John Hammond là-dessus. Ouais, bien sûr. Ensuite j'arrive à Vavan plus tard, ensuite t'as un noyau. Il y a le contrat d'Aminou autour de 10 patates la saison. Ok, et après t'as celui de DJ Augustine qui va être agent libre là. Alors qu'est-ce que il gagnait 7 millions cette année, est-ce que c'est un joueur que tu veux absolument garder ou pas, tout comme Michael Carter Williams. Et après t'as un petit noyau de rookies, Markel Fultz, Jonathan Isaac, Mohamed Bamba, Wesley Wundu et Melvin Frazier. Bon, on peut pas dire qu'il a énormément joué. Donc tu as ces mecs où il va y avoir des décisions à prendre. Clairement, Cambridge aussi. Cambridge a été prolongé. Oui, non, Cambridge, je crois que c'est un contrat normal. C'est pas un contrat de rookie, je crois pas. Il gagne 3 millions à saison, il en a encore une derrière. La vraie question, c'est-à-dire que tu vas avoir du questionnement autour de Fultz et de Jonathan Isaac. Fultz, parce que Fultz gagne déjà des très grosses sommes d'argent, puisque c'est un first pick, donc il te prend déjà pas mal de place dans ta masse salariale. Je pense que tu as encore la saison 20-21 pour réfléchir, mais il va quand même falloir vraiment s'y penser. S'y pencher, pardon. Est-ce que tu veux le prolonger tout de suite pour essayer de le payer moins cher ou pas, à voir. Tout cela étant que tu n'as pas une si grosse flexibilité que ça, côté Magic pour la saison prochaine. D'autant plus que
il y a cette fameuse player option d'Evan Fournier. C'est ça. Ça va qu'est-ce être qu'il va faire Vavan? Si Vavan prend les 17 et quelques millions qui lui sont dus, qu'il peut toucher avec sa player option, il enlève toute flexibilité au Magic. C'est ça. En gros, tout à fait, les gros sujets, tu l'as mentionné là pour Markel Fultz, Jonathan Isaac, il va falloir attendre évidemment comment il revient, parce que c'est pas une petite blessure qu'il a eue. Donc forcément, ça peut impacter aussi son contrat, ce qui est terrible pour lui, vu les promesses qu'il montrait. Alors c'est bien quelque part pour les finances d'Orlando, parce que peut-être qu'ils vont être capables de dire, on sait pas trop, donc on réduit un petit peu le chiffre sur le chéquier. Mais pour Evan, ce qui est sûr, on vous réinvite à aller voir cet apéro collector qu'on a pu faire avec Evan Fournier, sur lequel on avait été assez honnête en lui posant la question, et lui le disait, voilà, ne sachant pas évidemment ce qui allait se passer par la suite, mais que lui en tout cas il était très clair sur le côté, j'aime bien ce que fait un mec comme Lillard par exemple, où il essaie de construire quelque chose là où peu de gens ont essayé de continuer à contribuer au fil des années. Et il a dit, si j'étais une superstar comme Lillard, je me poserais pas la question, je reste. Voilà. Mais il a bien expliqué que c'était pas son cas. Et c'était pas son cas, mais que si peut-être qu'il allait devoir être à l'écoute. Tout à fait. Et il va être à l'écoute. Si une franchise se pointe et dit, on aimerait que tu sois notre option numéro 2 ou 3 ou 1 dans une équipe qui joue loin, Evan, ça reste un gagneur. Ça reste un mec qui a envie vraiment d'aller loin et de voir les finales NBA, pas les regarder à la téloche. Donc forcément, ce sera intéressant à observer. Tu parlais de flexibilité. Au-delà de la flexibilité, évidemment, c'est le terme principal là, dans cette sélection-là, mais il y a tout l'aspect identitaire. C'est-à-dire que Evan, quand on voit John Hammond l'année dernière prolonger Terence Ross, Nikola Vucevic, etc., tu t'attends à ce que ce soit la même pour Evan, du point de vue du management. En tout cas, tu t'attends à ce que John Hammond vienne le voir et lui dise « discutons d'une prolongation ». Ce serait assez logique. Et c'est ce qui sera le cas, je pense, ouais. Maintenant, il faut voir, avec John Hammond, il a montré à Milwaukee qu'il était capable de prendre des décisions très tranchées lui aussi. Tout à fait, bien sûr. Mais en tout cas, Evan a fait sa saison à lui. Il a montré qu'il avait un potentiel encore à développer, que ça se passait assez bien avec Vucevic. La balle sera évidemment dans le camp d'Evan, tout en prenant en compte, parce que ça aussi c'est la réalité du marché, tout en prenant en compte les offres qui sont faites sur les autres joueurs à son poste, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. On se dit, tiens, tu as telle valeur, etc. Oui, enfin, il y a aussi le travail de l'agent, et qui a aussi de voir sur un joueur au poste derrière qui fait ce type de production, combien sont payés les autres joueurs de la ligue. C'est vrai, va falloir surveiller, va falloir regarder. Après, si jamais il prend pas sa player option, là on est sur une free agency la prochaine qui n'est pas non plus hyper fournie. Ouais. Alors, est-ce que c'est le bon choix pour Evan Fournier? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut ne pas prendre son option pour tout de suite être sur le marché des agents libres maintenant? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre sa player option et être sur le marché des agents libres en 2021 quand il y aura beaucoup plus de cap, mais aussi beaucoup plus de concurrence en termes de joueurs? Bien sûr, c'est ça, c'est toute la question. C'est vrai qu'il y a un vrai duel. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai duel. Moi, j'avoue que on a souvent cette peur, et je pense que certains joueurs essayent de la jauger et de miser sur eux parfois, mais il y a des joueurs qui voient qu'ils peuvent avoir un gros contrat, et puis tout d'un coup, bam, tu te tapes une blessure qui change ta carrière pour toujours, et donc tu peux avoir des regrets. Mais je pense qu'il y a cette vraie option de 2021 à voir ce que ça peut donner pour Evan. Je sais pas du tout que toi tu penses qu'il serait dans quelle situation, dans quel decision making, Evan? Moi, je pense que pour l'instant c'est pas encore décidé, que la crise actuelle et la suspension du championnat modifie beaucoup de choses. Je pense que en fonction de si le front office d'Orlando vient voir Evan et lui dit écoute mec, on aurait bien 80-90 patates à te remettre là sur 4 ou 5 piges, mais tout de suite par contre peut-être Evan il peut dire oui, tu vois. Si le front office d'Orlando lui dit écoute on verra plus tard et tout, Evan il peut aussi dire ok les gars, dans ce cas là moi ce que je fais c'est que je prends ma player option et puis en 2021 je serai tout agent libre tout comme je veux quoi. Tu vois, pas restricted, rien du tout, je ferai tout ce que je veux. Tout à fait. On peut faire ça aussi. Ça peut être ça. En tout cas il y a assez de flou, c'est assez bien géré niveau com, en tout cas du côté Fournier et du côté de son agent et d'Orlando, donc ce sera à suivre, mais il est clair que les propos qui ont été tenus et ce qui nous avait permis de discuter avec Evan en octobre dernier sont évidemment différents avec tout le contexte qu'on connaît actuellement. À voir à quoi va ressembler d'ailleurs ne serait-ce que la Free Agency 2020. Enfin, on ne sait pas les dates, on ne sait pas
comment seront les équipes, le cap. Est-ce que la saison va reprendre, bien vois, sûr, il y a trop d'incertitudes. Le cap, évidemment, et tout ça. Dans tous les cas, à Orlando, le message, il est envoyé depuis 1 an et demi de la part de John Hammond. On continue avec ce groupe-là et on va voir ce qui va se passer avec Evan, en attendant de voir ce qui peut se passer avec Markel et Jonathan Isaac. On est d'accord. Mais oui, monsieur, tout à fait. Je vois que Alex brandit ses 4 doigts. Vous le savez, tout de suite, on va faire le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H. Comme expert. Tout à fait. Comme expert avec un gros H majuscule. Vous le savez. Ouais. Comme il n'y a pas de H, tu vois, Magic, là j'étais en train de chercher un petit H, là mais il n'y en a pas, tu vois. Il y a du Dwight Howard, il y a du Hedo Turkoglu par le passé. Voilà, c'est des anciens, quoi. Voilà, mais malheureusement, on ne va pas s'occuper d'eux. Pour le moment, on va s'occuper de ce Magic et du Magic de Steve Clifford. Vous le savez, dans le point tactico-technique, on se pointe dans le bureau de Stevie. On lui dit, alors comment ça t'as mangé Bruce Willis? Qu'est-ce que tu nous as fait sur le terrain, notre cher Steve? Et justement, Alex, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Écoute, comme il était dans la continuité par rapport à la saison dernière, en fait, hormis l'intégration de Markel Fultz qui a pris clairement le spot de titulaire à la main, il n'y a pas de changement pour moi. Non, il n'y en a pas. Il a continué avec du Isaac Gordon en début de saison. Après, il y a eu la blessure d'Isaac. Mais avant la blessure d'Isaac, tu as de Isaac Gordon sur les postes 3-4, tu as Vavan à côté du meneur et tu as Vooch en 5. Même système de jeu, avec ses qualités et ses défauts. Ses qualités, c'est que les mecs se connaissent bien. Ouais. C'est que les remplaçants que sont Terence Ross, que sont DJ Augustine ou même Wes Iwundu ils viennent pas d'arriver, donc il y a une certaine connivence, une osmose qui se développe dans le vestiaire d'Orlando, donc ça c'est toujours beau. Même Kem Birch, il était l'année dernière, donc ça c'est bien. En plus tu comptais sur l'intégration d'un joueur comme Al-Farouk Aminu qui connaît très bien son rôle et tout. Bon, malheureusement tu n'as pas pu compter sur lui trop parce qu'il a été blessé. Donc pas trop de surprises côté Orlando. Ça a défendu dur et sérieusement, et ça a eu du mal en attaque. Le truc sur lequel on peut peut-être se pencher, si ça te dit, c'est comment ça se fait que ça a du mal en attaque? Bah, tout à fait. Moi, la première réponse qui me vient à l'esprit quand on regarde l'attaque d'Orlando et donc de Steve Clifford, c'est ce qui avait déjà été comme thème évoqué à Charlotte, c'est que Orlando est prévisible. Dans une ère où l'imprévisibilité est dominante en NBA, c'est-à-dire avoir toutes ces options de ball handler, de joueurs capables, on est sur une équipe très militaire, avec un coach qui veut que ça exécute. Et donc du coup, même si les systèmes sont bien exécutés par des joueurs avec des bons QI basket, je trouve personnellement, après je sais pas ce que t'en penses, mais je trouvais qu'il y avait à Orlando tous les soirs un côté, on sait quels systèmes vont être exécutés, on sait très bien par qui la balle va passer, et donc si ça rentre, bon bah tant mieux pour eux, mais si ça rentre pas, ils n'ont pas ce qu'on appelle le second gear, c'est-à-dire hormis un Terence Ross qui pète un plomb, tu n'avais pas cette capacité à pouvoir te sortir collectivement d'une mauvaise soirée, quoi. Je suis d'accord. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il manque une superstar? Oui aussi. Parce que ton duo fort en attaque c'est Vavan Vooch. Oui. On est d'accord. Je les respecte à fond, ce sont de superbes joueurs. Mais c'est pas des superstars, ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Après, la production qu'ils ont eue n'est pas non plus... Enfin, tu regardes ce qui se passe par exemple à Memphis, il y a du talent, c'est sûr, mais il n'y a pas de superstar. Non. Et de ce que je veux dire par là, c'est que Memphis a pris par exemple le parti d'être efficace dans certains trucs analytiques, c'est-à-dire on va mettre beaucoup de points dans la raquette, on va bien choisir nos shoots et on va être agressif pour provoquer des lancers. Mais Memphis est peut-être mieux organisé. Memphis nous paraît peut-être aussi plus belle qu'elle n'est parce qu'il y a des équipes autour qui ont beaucoup moins bien joué que prévu. Oui, bien sûr, mais Memphis a beaucoup de talent. Tout à fait, parce qu'ils ont quand même un meneur, quand même, même si c'est que sa première saison, il est quand même très dominant. Ils ont un intérieur un peu à la Vooch, Valanciunas, je dis pas que c'est Vooch, mais je veux dire par là c'est un peu à la quoi. C'est-à-dire fort quand même techniquement, costaud, fort techniquement, capable de prendre du rebond. Non, ce que je voulais dire par rapport au Magic, c'est que il y a aussi le côté genre, vous savez, je vous ai fait une saison incroyable la saison dernière. Vavan cette année quand même, franchement, il met 19 points par match, il est à 40% de loin.
Mais il a que 3 passes d'ess par match, Vucevic en a 3-4 aussi, Gordon 3-4. C'est qui le vrai gros créateur, le mec qui fait des différences de malade dans cette équipe? En fait, c'est qui? Oui, c'est ça, mais qui crée de l'imprévisible, notamment. Qui domine. Qui domine, je n'en ai pas forcément, mais il peut y avoir des équipes, je trouve, qui peuvent quand même s'en sortir. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Non, mais dans la NBA actuelle, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. Compliqué. Au moins un, quoi. Au moins un joueur. Ou alors... tu peux avoir aussi une autre théorie, tu vois, tu me parlais de l'organisation de Memphis, je trouve que offensivement parlant, les profils de joueurs de Memphis sont mieux équilibrés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, Aaron Gordon, Isaac, je les adore en défense, en attaque un peu moins. Ensemble, je parle. Un peu moins. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste un peu moins, quoi. Il n'y a aucun vrai 3 là-dedans, quoi. Et les 3... Les postes 3, les ailiers dans la NBA moderne, merde quoi, c'est quand même, on voit bien que c'est important quoi, tu vois. Bien sûr, c'est en ça que pour te suivre là-dessus, pour suivre sur ce thème de manque de mecs qui fait la différence, etc. Si je devais investir et vraiment essayer de créer une différence, je miserais beaucoup plus sur ces deux joueurs-là. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le travail que font Evan et Vucevic, mais je trouve que deux joueurs avec ce talent-là, parce qu'ils ont le talent, Isaac et Aaron Gordon, je trouve que parfois ils ne sont pas bien utilisés par Clifford, et que s'il devait avoir un mec capable, avec la balle, de créer un peu plus de différence sur certaines match-ups, il faudrait... Combien de fois a-t-on vu Jonathan Isaac être défendu par un mec qui lui rend 12 cm, et Orlando ne comprend même pas qu'il faut qu'il post-up, parce qu'ils ne lui font pas confiance. Ça, c'est possible. Et ça, du coup, c'était non, il faut qu'on exécute. On est à la 6e minute du 3e quart-temps. Steve Clifford, il a dit fist up. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par là. Je trouve que parfois, c'était trop robotique. Non, mais ça, dans le coaching de Clifford, de toute façon, Clifford, on l'a connu au Hornets, c'était pas non plus, ça n'a jamais été un génie de l'attaque. C'est pas Mike D'Antoni ou Scott Brooks, quoi. Je dis pas que c'est des génies, Mike D'Antoni et Scott Brooks. Je dis juste qu'ils savent faire attaquer les équipes. Hein. Donc, toi, tu ferais quoi ? Moi, je sais pas, est-ce qu'il faut... Non, j'ai pas... Je garde Clifford, j'aime bien comment Clifford y travaille. Moi, je pense qu'il y a un manque de talent offensif global dans le 5 majeur. Je pense que... Ou alors Markel Fultz a du potentiel, et Markel Fultz en a du potentiel, mais il peut vraiment exploser et vraiment devenir un fort attaquant sur le poste 1. Bien sûr. C'est intéressant ça. Oui, bien sûr. Pour associer à Vavan. Je pense pas que Vavan et Vooch vont devenir tellement plus forts en attaque. Non, on atteint déjà un plafond, on est d'accord. Mais tu vois, il y avait un point que tu mentionnais, je crois, c'était sur la review des Kings, sur laquelle on était assez d'accord, et on se disait, attends, qu'on soit d'accord. Aaron Gordon, Markel Fultz, Jonathan Isaac, DJ Augustin, Terence Ross, t'es la 26e pace de la NBA, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'une équipe, par exemple, avec des joueurs comme ça, je veux dire, c'est quand même des athlètes. Ça me choque moins avec le Magic qu'avec les Kings, je suis d'accord, mais c'est quand même un début de scandale pour moi, que tu aies des joueurs comme ça et qui, dès qu'il y a un rebond, parce que ça défend bien... Vucevic au pivot, mec. Hein. Non mais oui, mais Nick, enfin ce que je veux dire par là, c'est que tu défends bien. Oui, mais regarde, attaquant, quand même. Tout à fait, mais tu défends bien. Si tu défends bien... Et que derrière, à chaque fois, tu atteins le milieu de terrain et tu fais attends, il reste 16 secondes sur l'âge des 24, on attend Nico. Je suis d'accord. Il y a un problème. Ça, il y a peut-être un problème philosophique global en attaque. Là, on sait d'où il vient de Clifford. Hein. En même temps, il a amené la défense, l'autre. Hein, donc, c'est compliqué de tout avoir. Hein. Les coachs comptent tout, il n'y en a pas tant que ça. Non, mais quand tu défends bien, tu peux galoper. Pardon. Oui, bien sûr, tu dois même galoper. Il faut galoper, bien sûr. Et alors, il faudrait se retaper les matchs d'Orlando pour la plupart, mais est-ce que c'est parce qu'ils ne galopent pas ou est-ce que c'est parce qu'ils le font pas bien ? Parce que moi, j'ai vu des phases de jeu où ils le font pas bien aussi. Totalement. Hein, mais il y a tout à fait. Moi, les transitions qui se finissent par un pull-up à 3 d'Aaron Gordon, ça me gave. Il y en a, par exemple. exactement. Ça m'embête. Tout à fait. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il est clair que parfois, ne serait-ce que de travail, mais c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a un moment où dans ton training camp ou dans la saison, même si c'est compliqué, il y a un moment où tu dis, bon, les gars, est-ce qu'on est capable d'exécuter une bonne contre-attaque ? On a des mecs tentaculaires en défense. Une fois qu'on a le ballon, si le coach dit go, combien de fois on voit des coachs comme ça sur le côté qui balayent avec la main et qui disent allez, on trace. Il faut que ça court. Il faut que ça galope. Tu peux pas être 26e. Le basket, c'est un sport de transition.
Donc Orlando est une équipe pas très forte en transition. Et en plus, t'as des mecs. C'est un problème. C'est ça. Et t'as des mecs, je suis désolé, mais franchement, Aaron Gordon lancé sur une aile, je sais bien, on n'aime pas les choses à 3 points, mais Aaron Gordon appelle 2 pieds où tu lui finis un ballon, c'est soit 2 lancers, soit un poster. Mais bien sûr. Et même du Vavan et du Markel Fultz, ça peut jouer vite. En fait, il n'y a que Vucevic qui est plus en galère, on va dire. Quoi. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est un des points sur lesquels il faudrait le plus discuter avec notre ami Steve Clifford. Ok. Mais en effet, je te suis en tout cas sur le plafond aussi de Devan et Vucevic. À un moment, il faut regarder dans les duos. Et peut-être même quel est le plafond offensif du duo Gordon-Isaac dans les ailes aussi. La question se pose. Moi, je dis pas qu'ils peuvent pas progresser encore. Je dis quel est leur plafond. C'est ça. Moi, je veux bien explorer à 24 et 22 ans. Il y a de la marge, quoi. T'as bien 3-4 ans de travail. Si les mecs ils ont 24 et 22 piges, tu peux aller chercher des années de construction où tu vois qu'ils sont meilleurs. Création sur pick and roll, jeu au poste. Normalement, Jonathan Isaac, vu ses dimensions, tu dois être en mesure de pouvoir le mieux l'utiliser, je trouve. C'est possible. Voilà. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de ce point tactico-technique. Alex, nous on va se poser une grosse question. The question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Tout à fait, nous sommes sur la question de la mort du Magic d'Orlando, vous le savez. Dans cette section, pour chaque franchise, on regarde ce qui s'est passé, ce qui est à venir, et on a une interrogation sur le front. Est-ce que le dunk d'Aaron Gordon méritait un 9 ? Je ne pense pas, mais surtout, au-delà de ça, comment est-ce que le Magic peut se renforcer ? C'est la question de la mort. Ouais, disons qu'on a commencé un peu là, pendant le point tactico-technique à se poser ce genre de questions, c'est-à-dire qu'on se demandait comment tactiquement tu peux être meilleur en attaque, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Parce qu'en défense, franchement, t'es déjà top 10 attaque, tu peux toujours faire un peu mieux, mais à mon avis, rien qu'une saison entière d'Isaac, c'est mieux en fait déjà. Bien sûr. Genre. Du coup, il est là le potentiel. Alors qu'en attaque, toi, t'étais pas sceptique sur Isaac et Gordon, tu vois, moi je le suis un peu en attaque, désolé. Je dis pas qu'ils peuvent pas. Mais Gordon, il est jeune, mais il n'est pas arrivé hier en NBA. Les gens vont dire « Ouais, Alex, il aime pas Gordon et tout. » C'est un peu vrai. Je l'aime pas trop, c'est pas mon joueur préféré. Je trouve que ça manque de QI basket dans sa façon d'aborder le jeu. Il est dans sa 5e ou 6e peut-être saison, lui. 6e, 7e saison. J'ai une question à te poser, Bastien. C'est quoi son poste ? C'est un 3 ou un 4, mais c'est un forward. Je pense que j'ai pas besoin d'être... Enfin, tu vois, je comprends ta question, mais c'est un forward. Je suis d'accord. Et en plus, en NBA, on joue un peu de moins en moins sur les postes. Ça, c'est vrai. Maintenant, Isaac, c'est quoi son profil ? C'est un forward qui peut être un big dans un 5 small ball. C'est une tarentule qui peut servir au poste 4, 5 et parfois 3 dans la NBA moderne. Mais le poste où Isaac pourrait potentiellement le plus s'épanouir, c'est quand même le poste 4. C'est 4. C'est-à-dire avec un pivot à côté et un vrai ailier de l'autre côté, quand même, non ? Ouais, bien sûr. Bon. Est-ce que, en option d'amélioration, tu n'as pas un trade d'Aaron Gordon ? Oui, tu peux. C'est une question, hein. Bien sûr. En fait, en soi, je te suis sur le potentiel. C'est-à-dire, si tu mets Aaron Gordon sur le marché aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont se dire... Tu vas avoir des offres. Tout à fait. Il y a des gars qui vont se dire, oh putain, dans mon équipe de player development, avec un vrai vétéran qui lui apprend comment faire, Aaron Gordon, et c'est indéniable que s'il change notamment ses habitudes offensives, ce qu'on a vu en défense, ce dont il est capable, genre... respect, il peut lockdown beaucoup de monde. Et en attaque... Non, puis il est athlétique, il se bord bon et tout. Exactement. Je pense qu'il y a des équipes qui seraient assez intriguées. Et quelque part, c'est peut-être une des solutions salvatrices pour Orlando. C'est de voir ce qu'il y a vraiment sur le market contre Aaron Gordon. Je suis d'accord. Mais tu as la sensation quand même chez le Magic qu'ils veulent voir jusqu'où ça peut aller en fait. Et c'est compréhensible de leur côté. Ok. Ne soyons pas surpris si le Magic a encore une des 5-6 pires attaques la saison prochaine. Et tu mets ça sur les épaules de Aaron Gordon ? Non, pas du tout. Je disais juste d'un point de vue global. Maintenant, j'ai d'autres options à explorer. Donc pour moi, une des options à explorer, c'est potentiellement un trade de Gordon. C'est pas contre lui, hein. C'est parce que je trouve qu'il a un contrat tout à fait tradable, qu'il est encore jeune, comme tu l'as dit, donc il va pouvoir attirer des gens. Et je ne suis pas persuadé de sa complémentarité avec Jonathan Isaac. Voilà. Et je miserais bien sur Isaac.
Voilà, perso. Autre chose, tu peux aussi te dire, à voir ce que va faire Evan Fournier. Si Evan Fournier prend sa player option, t'as pas le choix, il est dans ton effectif, c'est 17 millions, puis voilà. S'il ne la prend pas, Evan Fournier, sa player option, est-ce que t'es le Magic? On a dit, les Magic sont plus dans une optique de continuité. Respect, moi j'y crois aussi, j'aime bien le côté continuité. Ouais. Malheureusement, là, d'une saison sur l'autre, malgré la continuité, ils n'ont pas trop réussi à progresser en attaque. C'est chiant, fait chier quand même. Evan, il prend pas tellement plus de tirs, il a juste un pourcentage meilleur à 3 points, ce qui fait que au lieu de mettre 15-16 points, il en met 18-19. Est-ce que si t'es le Magic, est-ce que tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait d'Evan Fournier? Est-ce qu'Evan Fournier, c'est un joueur que tu re-signes pour le trader? Est-ce qu'Evan Fournier, c'est un joueur que tu re-signes pour dire non, notre attaque continue à tourner autour de lui? Non, c'est une vraie question. Bien tu sûr. vois, si on se la pose pour Aaron Gordon, moi je dis on peut se la poser pour Vavan. Je dézoomerai au max et je rappellerai c'est pas ni un proverbe ni une maxime, mais c'est une analyse qu'on avait posée, je crois, en début de saison. Si c'était pas pendant les previews, c'était précédemment. On a vu rappelle-moi, excuse-moi, j'ai loupé le nom du GM d'Orlando, je l'ai à chaque fois. John Hammond. On a vu John Hammond arriver donc à Orlando et prendre des décisions qui étaient ensuite pas forcément en lien avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu la draft de Mo Bamba, top 6 de draft si je dis pas de bêtises. Ça, on peut en parler aussi, c'est peut-être pas le meilleur coup de l'année non plus pour l'attaque. Tout à fait. Mais au moment où il y a eu cette draft-là de Mo Bamba, on a eu, nous, le ressenti suivant, c'était bon. Quitte à mettre des prémices sur l'avenir de Vucevic à Orlando, au moins le message il est clair. C'est le message qui se dégageait de la draft. Finalement, Vucevic fait une saison de All-Star et il prend 100 millions derrière. Et alors oui, et même on peut allonger la phrase encore plus. Finalement, Vucevic fait une saison de All-Star. Finalement, Orlando retourne en playoff. Et finalement, en tant que management, comment est-ce que tu peux derrière te dire bon bah les gars, on va, ça fait des années qu'on veut retourner en playoff et maintenant on va nexter notre joueur All-Star. Surtout qu'en plus, on peut pas dire que Bamba ait non plus crevé l'écran quand il était sur le terrain. Et qu'il n'est pas crevé l'écran, déjà parce qu'il y avait eu des problèmes de blessure dernière, et cette année, même s'il y a eu du bien, toi et moi on le sait, on a vu des matchs d'Orlando beaucoup, il y a eu des soirs où c'est trop bien et des soirs où, il a joué ce soir. Ouais, t'es là, tu fais, oh là, il était dans le top 10 de la draft, lui, oh là, tu fais, oh là là. C'est ça. Donc, pour revenir un peu sur ce que tu disais, je crois que d'une manière globale, vu que tu me posais la question sur Evan Fournier notamment, je crois qu'à Orlando, il faut choisir aussi un chemin en termes de décision, c'est-à-dire que tu mises sur Mo Bamba, tu mises sur Markelle Fultz, tu mises sur Jonathan Isaac, et le corps de ton groupe, c'est Aaron Gordon, Evan Fournier, Nikola Vucevic. Il y a un moment, il va falloir prendre une décision. Et je dis pas que l'un est incompatible avec l'autre, mais si tu veux, on en a parlé avec les Spurs, on en a parlé avec d'autres franchises, si tu veux savoir quel est le plafond de Markelle Fultz, de Jonathan Isaac, de Mo Bamba, il leur faut du temps de jeu et des responsabilités. C'est mon avis, tu vois. Quand on parle du recrutement d'Orlando, je pense qu'il y a des joueurs de talent, mais qu'il faut que la hiérarchie, elle soit peut-être différente, tu vois. Peut-être la hiérarchie, et peut-être même, moi je vais même aller dans ton sens. Toi, tu parles de la hiérarchie, donc tu sous-entends que peut-être Vucevic, peut-être qu'en fait c'est maintenant qu'il faut le trader, en fait, parce qu'il est tradable. Tu sous-entends un peu ça, non? Ouais. Non, tu sous-entends pas ça? Ouais, je pense qu'en tout cas, tu veux le faire baisser dans la hiérarchie, là? Tu vas aller voir Vucevic? Non, évidemment. Non, évidemment, si tu peux, tout à fait. Si tu peux, tu le transfères. Mais je crois qu'on est d'accord que c'est possible. Oui, bien sûr. Une équipe avec Vucevic comme patron, je pense que le plafond, on le connaît. Ouais. Mais donc, tu es en train de me dire ça, et moi, je suis en train. Donc, il y a le côté responsabilité potentiellement trader Vucevic, mais il y a aussi le côté, du coup, style de jeu. Bah ouais. Parce que tu trades Vucevic, peut-être que du coup, tu te dis, bon, est-ce que j'ai pas intérêt à prendre un peu un mec aux antipodes de Vucevic? Je veux dire par là, genre, beaucoup plus athlétique, moins habile de ses mains, parce qu'on pourra pas tout avoir a priori, quoi. Beaucoup plus athlétique, moins habile de ses mains et plus défensif. Il est déjà dans ton équipe? Ouais, tu parles de Mo Bamba. Il est déjà dans ton équipe. C'est un top 6 de draft, tu viens exactement de le décrire. Il nous faut un mec qui ait moins besoin du ballon, qui soit protecteur d'arceau et qui galope. Donc toi, tu titulariserais Mo Bamba et tu traderais Vucevic?
Personnellement, je sais que c'est très violent peut-être pour les fans d'Orlando, mais à titre perso, là, même si j'aime bien le projet de John Hammond... On va avoir des problèmes. Mais je sais qu'on va avoir des problèmes, mais je trouve juste que dans certaines décisions, il y a un manque de cohérence. C'est-à-dire que si tu fais ce test sur Markel Fultz, très bien, parfait, c'est relancé, et je dis pas qu'il faut que demain matin ce soit le franchise player d'Orlando, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que on voit le potentiel d'Isaac, on voit le potentiel de Fultz, et on sait qu'il y a un potentiel avec Bamba. Bon, est-ce qu'on peut affirmer, Alex, qu'on est en train gentiment de voir le plafond d'Evan Fournier et Nicolas Vucevic ? Ah oui, je suis d'accord, mais je suis d'accord. En fait. Voilà. Je te suis, moi. Mais bien sûr, mais donc si on voit ce plafond-là... Je dis juste, Bamba, il m'a pas convaincu, moi, mais peut-être que c'est parce qu'il a pas assez joué. Bamba, il a 70 matchs en carrière pour le moment. Oh oui, encore. Non, mais tu peux le faire jouer plus, il n'y a pas de problème. Attention. Je te dis pas que je l'enterre, je te dis juste qu'il m'a pas convaincu. On est d'accord vraiment sur le pas, quoi. Pardon, vas-y. Ok, et du coup, par exemple, tu pourrais organiser un trade de Vucevic, mais le problème, c'est que si tu prends pas un pivot en échange de Vucevic, ok, tu prends quoi, là ? Tu fais quoi ? Je sais pas. Un mec à la place de Gordon ? Je sais pas, mais franchement... Ou à la place de Vavan ? Putain. Par exemple, non mais tu vois, enfin je veux dire, tu te débrouilles. Je pense que tu peux te débrouiller pour essayer d'avoir quelque chose en échange. Et si ça se trouve, encore une fois, c'est de l'ordre du blasphème, mais c'est simplement... Ça me fait de la peine parfois de voir ces projets comme ça qui sont très mignons et tout, mais... Orlando, là, honnêtement, là, si la saison elle reprenait, Alex, on vient de s'en marrer en début de vidéo. On les foutait, ouais, super, etc. Au premier tour, mais tu te fais dérouiller. Tu te fais dérouiller tout ça pour quoi ? Les Bucks, là. Oui, voilà, ou même si tu joues Toronto, tu mets un shoot de DJ Augustin et après tu te fais dérouiller. Tout ça pour ça, en fait ? Pour remettre des contrats de 4 ans à des mecs ? Je sais que souvent, on peut avoir une vision, moi le premier, qui fait chier de tout noir, tout blanc. Genre, ça y est, ça marche pas, faut déconstruire et tout ça. Je veux pas aller dans ces extrêmes. Mais... il y a un manque de cohérence, il faut qu'on sache. Je te suis sur Aaron Gordon. Si le mec il a été prolongé, comment est-ce qu'il est utilisé ? Mais peut-être que c'est un blasphème, peut-être que c'est la solution. Peut-être que la solution, c'est quand Vavan arrive à la fin de son contrat, Orlando mise pas sur lui, et pendant ce temps-là, tu as tradé Vucevic pour remplacer Vavan avec le trade de Vucevic, et tu vas titulariser Bamba. C'est ça. Bah, tu vois, dans la violence. Ouais, c'est violent, je suis d'accord, mais tu vois, dans la lignée de ce qu'on dit, on a glorifié Hammond au moment où il arrivait à Orlando. Parce que Giannis, parce que, etc., ces choix-là. On a vu ses choix à lui. Ses choix à lui, donc au moment où il arrive, c'est donc Jonathan Isaac, et on est en train de voir les prémices. Il fait le choix Markel Fultz, et on est en train de voir les prémices. Il y a un moment où il y a un début de ligne. C'est-à-dire, bon, le mec, quand il a le nose, tu lui fous soit des pics de draft, soit des jeunes de talent à développer, et c'est parti. Bon, allons-y, à ce moment-là, à fond, tu vois. Et peut-être que ça se trouve, en effet, le plafond, il sera hyper limité, mais au moins qu'on sache le plafond de ces mecs-là. Donc en fait, on est parti de comment se renforcer à il faut tout péter. Mais non, parce que c'est peut-être se renforcer au final. Non, mais c'est bon ça. Oh, les fans du Magic doivent être là. Ouah, vache. Qui nous disent, tu vois, si ça se trouve, ils vont dire c'est nimp et on a trop envie de jouer la 6ème place. Putain, ça me fait les couilles. La 6ème place, t'étais ambitieux, hein. Non, parce qu'en soi, une saison normale avec Isaac, peut-être qu'il pouvait la jouer la 6ème, tu vois. Peut-être, moi je te rappelle que Brooklyn, ils vont rentrer un joueur qui s'appelle Kevin Durant dans le délire. Non, mais bien sûr, non, mais. Tu vois, genre les Pacers, ils ont eu Oladipo blessé longtemps. Les Sixers, avec l'effectif qu'ils ont, ils auront du mal à être moins bons. Je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça, ça fait vraiment petit bras. Ça fait vraiment petit bras, tu vois, je suis d'accord. Donc, dites-nous, les fans d'Orlando, dites-nous ce que vous pensez de cette reconstruction des constructions. Est-ce qu'on maintient le projet ? Est-ce que c'est trop extrême ce qu'on propose ? Bref, si vous étiez à la place de John Hammond, qu'est-ce que vous feriez ? Nous, Alex, on a un trophée du peuple à décerner ? The Golden, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Ouais, le trophée du peuple, il est là, Alex Patule. Et c'est géré. Et ça, c'est beau. On aime quand c'est fluide avec Alexinator. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est simple. On doit décerner ce trophée. On a regardé toute la saison. Pardon. On a la saison à venir et les mois à venir. On va voir justement ce que ça peut donner. Alex, qui est ton Gérard d'or à Orlando ? Monsieur Markel Fultz. Ça y est, c'est lancé. Écoute, je dois reconnaître que il y a plusieurs choses qui font de lui mon Gérard. Déjà, première chose, il a le côté spectaculaire, explosif, et il a des éclairs de génie, le genre d'éclairs de génie qu'on peut demander à un Gérard. Il y a un numéro 1 de draft. Il est numéro 1 de draft. Le talent, franchement, il existe. L'athlète existe.
la confiance est en train, gentiment, petit à petit, de revenir. Il y a eu des bonnes streaks, de matchs corrects, de Markel Fultz. Je veux dire, c'est une saison. Bon, évidemment, si tu mets ça en relation avec le fait qu'il a été numéro 1 de draft, c'est pas une saison si ouf que ça. Mais si tu mets ça en perspective par rapport à tout ce qu'il a vécu lors des deux premières saisons, de ses deux premières saisons NBA, tu te dis, putain. C'est clair. C'est pas si mal en fait. Bien sûr. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le Magic, c'est quoi la contrepartie qu'il a envoyée pour l'avoir quoi. C'est trop bien pour eux quoi. Tu vois, ils ont rien à perdre. Enfin ils ont lâché quoi là. Absolument rien. Jonathan Simmons ou une connerie comme ça. 3 fois rien, un sneaker c'est Toblerone. Donc si tu veux, le risque est quasi néant pour nos amis du Magic là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire que dans le pire des cas, le projet Markel Fultz fonctionnera pas, puis ils se diront ok, ça va les coups de tenter quoi, tu vois. C'est pas eux qui l'ont drafté en 1. Donc ça je trouve ça vachement bien, et ça va enlever de la pression au management du Magic, et j'espère que ça va en enlever indirectement à Markel Fultz. Moi il y a vraiment des choses que j'ai bien aimées. Il y a eu beaucoup de matchs du Magic où j'étais là genre Markel Fultz cool, ça fait plaisir, tiens il a mis un 3 points, dis donc il a mis un deuxième 3 points. Voilà, tu vois, genre il drive bien. Il défend plutôt pas mal, Markel Fultz. Il se donne, moi j'aime bien. Il est capable d'être assez all-around dans ce qu'il propose en termes de volume de jeu. C'est-à-dire qu'il peut... Bien évidemment, c'est un point de garde. C'est un joueur qui va avoir la balle en main, qui va chercher quand même pas mal à faire des passes décisives ou à driver. C'est quand même les deux grosses qualités de son jeu, je pense. Mais rebond, il sert pas à rien. Sur les lignes de passe, moi je le trouve très bon. Ouais. L'athlète est réel, donc il a pas peur, il est assez long et tout, il a pas peur des autres meneurs de la ligue. Donc non, c'est mon Gérard, parce que en fait c'est mon Gérard espoir quoi. C'est ça, c'est ton Gespoir. Ouais, mon Gespoir, voilà, c'est un Gespoir. Monsieur Markel Fultz, c'est clair, il faut le suivre. Beaucoup de sourires envoyés à Orlando vers Markel Fultz après les galères du début de carrière, c'est clair. Écoute, je vais partir sur Monsieur Mo Bamba. Ouais. Le numéro 6 de draft. C'est ça. Je vais faire court et précis. Donc, Monsieur Mo Bamba, problème de blessure en saison rookie. Cette année, il joue 60 matchs. Mo Bamba, juste sans regarder là, tu sais combien de temps il jouait par match ? De quoi ? Là, cette année, tu veux dire ? Tous les soirs. Je sais pas, 12 minutes 15. 15. Mo Bamba jouait 15 minutes par soir. Bon, déjà... Moi, ça ne me va pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait la review des Kings. On a vu un autre intérieur qui avait eu des soucis de blessure et qui devait très vite montrer en année 3 qu'en fait, c'est un gros joueur sur qui tu peux compter. C'était Marvin Bagley. Moi, j'attends Mo Bamba très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient de faire une section à quoi ressemblait le Magic si tu déconstruisais tout. Je veux savoir si Mo Bamba, la saison prochaine, c'est un mec qui peut tellement progresser et montrer que son talent existe qu'il peut transformer quelque part à la fois les rotations et le projet du Magic. Est-ce que Mo Bamba est trop fort pour passer en fait de 15 à 25 minutes par match ? Et en fait, désolé Vooch. En fait, on a un mec qui a 36% à 3 points, qui fait 3 comptes par match quand il joue plus de 25 minutes, qui fait 12 points, 12 rebonds et qui est un bon coéquipier. Moi, je pense qu'il existe un avenir pour Mo Bamba où c'est un mec qui est qui est large au-dessus, qui est capable de faire du Miles Turner ++, c'est-à-dire du point, du rebond, pivot titulaire, qui va protéger son arceau, qui va mettre de l'énergie, qui va jouer pour son équipe, et qui peut donc quelque part modifier la trajectoire de son projet. Je suis pas sûr qu'il faille continuer avec Vucevic, et je veux savoir si John Hammond nous a chopé une pépite. Sa première saison, c'est loupé, deuxième, il y a eu quelques promesses, et aussi, est-ce qu'on est sur un joueur gentillet, qui se fait bousculer, qui n'a pas trop pris à la salle de muscu, et donc forcément, pour s'imposer dans les raquettes, c'est compliqué. Ou est-ce que c'est un mec la saison prochaine qui revient avec du poil au menton, avec 5 kilos de barbac en plus sur les épaules, et quand il y a Joel Embiid qui est en ville, oh putain, breaking news, Mo Bamba, Game of the Year, quoi. J'ai besoin de savoir ça. Y a-t-il eu, pour le moment, en 2 ans, un match référence de Mo Bamba où on a fait genre waouh, ok, waouh. Il y a eu des actions. C'est ça, il y a eu des actions. Et on ne veut pas d'action. Autour de lui, il y a Luka Doncic, Trae Young, DeAndre Ayton, Jaren Jackson Jr., Colin Sexton et d'autres gars. Il faut que Mo Bamba nous montre l'année prochaine et sur les mois à venir que c'est un mec en fait qui fait partie des énormes cracks de cette draft. Donc je vais le surveiller de très près parce que son évolution, s'il explose le plafond, j'adore Nicolas, mais il va falloir faire les valises.
Va falloir faire les valises. Et ça, je serais pas étonné. Donc voilà, Monsieur Markel Fultz pour Alex en Gérard d'Or, Monsieur Mobamba pour Bibi. Dites-nous vous qui vous avez. Alex, on va devoir terminer une dernière section. Allez, Projostic. Tout à fait, c'est l'heure du Projostic. Projostic time. Ouais, c'est entre le pronostic, comme vous le savez, et la projection. Ça nous donne le Projostic. Exactement. Avec un gros K. Comme dans Magic. Comme Cambridge, exactement. Eh bien, on va pouvoir faire justement le Projostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, pas de Garrity. Je pense que la saison reprenne ou pas, ça change pas grand-chose pour le Magic en termes de futur, d'avenir. Je veux dire par là, c'est comme on en rigolait là... qu'ils reprennent et qu'ils aillent en play-off ou qu'ils reprennent pas et que ça démarre tout de suite en 2020-21, je pense que les objectifs du Magic sont ailleurs, ils sont dans progresser. Et si ça doit passer par des trades de joueurs sur lesquels ils se basent depuis ces dernières années, je pense qu'il va falloir les faire, que ce soit Vucevic comme le préconise Bastien, que ce soit, pourquoi pas Vavan, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais voilà, ou que ce soit Aaron Gordon, mais allons-y, mais progressons, que John Hammond suive son instinct à fond. Exactement, magnifique, 40 secondes. Ah, je suis trop d'accord. Je vais essayer de faire la même en 24 secondes. Ça se trouve, je vais avoir rien à dire. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, top chrono. Il existe un alignement des planètes qui, selon moi, peut avoir lieu où, en fait, on va voir ce qui se passe contractuellement, mais en fait, Evan n'est plus à Orlando. Et donc, derrière, tu te poses des questions sur Vucevic. Et soudainement, c'est parti. Let's go avec les jeunes. On veut voir ce qui se passe avec Jonathan Isaac. Nom de Dieu, je croise les doigts pour qu'il revienne bien de sa blessure, parce qu'il a vraiment eu un coup de malchance. Voir comment ça se passe avec Markel, voir comment ça se passe avec Mobamba. Je la vois là, elle existe cette affiche avec Mobamba, Markel Fultz, Jonathan Isaac. Je sais pas si Aaron Gordon il est là ou il saute par-dessus Taco Fall, mais en tous les cas, je veux voir si cette affiche elle existe à l'avenir et où c'est hyper excitant pour les fans d'Orlando. Mauvais résultat ou pas, mais je pense qu'aucun fan d'Orlando n'est satisfait à l'idée de faire une saison régulière moyenne et se faire défoncer au premier tour. Non, c'est chaud. Voilà pour ces magnifiques pronostics, 24 et 24, c'est bien connu, ça fait 80 secondes. Nickel, voilà. Voilà pour la review du Magic d'Orlando. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette franchise, de cette saison régulière. Qu'est-ce que vous voyez à l'avenir à Orlando ? Alex, nous on se retrouve demain ? Exactement. Demain, nous allons dans la meilleure franchise de la ville qui ne dort jamais. Wow, Albatar. Je vois très bien où on va. Allez, on fait plein de bisous et on se check avec. Ciao.